pour ce premier débat qui a lieu sur les réseaux sociaux. Je vous laisse avec vos invités. Eh ben merci, je suis ravi d'accueillir ces deux invités. On en a dit un mot tout à l'heure avec Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux. La place ici est plutôt bonne pour les transports, où l'on a vu que Châteauroux est la première place européenne sans doute pour les essais des véhicules autonomes. Bientôt, dit-il, bon ben ça maintenant il est maire, hein, donc c'est normal, peut-être la première place mondiale sur notre petite planète pour les essais. On va parler de ça avec vous. Alors juste à ma gauche, Jean-Bernard Constant, vous êtes responsable du numérique à la communauté de communes Cœur de Brenne. Tout à fait. Cœur de Brenne, c'est 11 communes, c'est déjà pas mal, mais c'est 4700 habitants. Exactement. Et pourtant, alors j'allais dire, c'est tout petit, et pourtant, qu'est-ce qui s'en passe des choses chez vous? Vous allez nous expliquer tout ça, grâce à des élus hyper motivés, au premier rang desquels Jean-Louis Camus, qui est maire de Mézières-en-Brenne, si je ne me trompe pas. Complètement, Ouais, et président de la communauté de communes. Et président de la communauté de communes. Un homme qui voit les choses en grand, qui a imaginé son propre réseau numérique. Ça, c'était il y a déjà 22 ans pratiquement. À peine. Mais à peine. Qui a imaginé la télémédecine, l'école numérique dans les écoles, qui a même créé la Brainbox, enfin toutes sortes de choses dont on va parler, et où l'on verra que le digital, le numérique, c'est une affaire d'hommes, et alors je mets un grand H évidemment d'hommes et de femmes, de dirigeants, des gens à poigne qui ont envie d'y aller, et c'est complètement le cas chez vous. Et puis à vos côtés, Christophe Sanglier. Alors on a dit un mot de Keolis tout à l'heure, on va en parler très largement, puisque dans cette idée des nouvelles technologies, des technologies numériques au service des nouvelles mobilités urbaines, vous êtes en plein cœur de ce sujet. Vous êtes vous-même chef de projet chez Keolis pour le déploiement des véhicules autonomes. Donc on en disait un mot tout à l'heure, c'est ça, hein? D'un mot, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça roule ou ça roule pas le véhicule autonome? Alors ça roule, et ça roule sur route ouverte au milieu des autres usagers de la route, camions, voitures, piétons. Mais on les voit pas, on le sait pas. C'est parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'expérimentation. Le Covid notamment a mis une certaine pause à certains projets, mais à travers le monde, il y a des projets un petit peu partout qui peuvent être, quand on dit partout dans le monde, Australie, aux États-Unis, mais évidemment ici aussi à Châteauroux, avec les projets qui se montent. Parce que Keolis, vous êtes présent un peu partout dans le monde? Un peu partout dans le monde. On est sur presque tous les continents, mais en tout cas, on est beaucoup en Amérique du Nord, on est beaucoup en Europe, en Australie et un petit peu en Asie. Est-ce que de ce point de vue, la France est plutôt en avance, outre la présence même ici à Keolis de ce qui se passe et qu'on va développer, la France est plutôt bien placée dans cette idée du digital, dans le cœur du déplacement urbain? Alors, sur le véhicule autonome, la France est quand même assez bien placée, puisque ça fait quand même quelques années qu'elle a déjà mis en place des cadres législatifs qui permettent de faire rouler les véhicules sur route pour apprendre petit à petit. Ce n'est pas un système complètement ouvert où on nous dit vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, c'est encadré, mais avec des règles qui sont assez souples pour être compréhensibles et utilisées par tout le monde pour faire des expérimentations. Et la loi a subi déjà plusieurs évolutions pour nous accompagner. Et dès cette année, le cadre va évoluer de manière à ce que les véhicules puissent rouler sur route sans opérateur à bord. J'allais vous demander quel est l'intérêt? Question complètement politique, c'est pas votre business, mais quand même, on est en droit de se dire des véhicules autonomes. Alors les gens vont dire, bah oui, mais alors ça veut dire qu'il n'y a plus de chauffeurs, il n'y a plus besoin de techniciens, plus besoin de personnes. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors, je pense que la réponse, elle a été dite tout à l'heure. Et ce qui se fait, c'est que quand on parle de 11 communes et 4750 habitants, si j'ai bien retenu, on parle de mobilité d'un faible nombre de personnes. Et là, pour que l'équation économique tienne, alors qu'on a du mal aujourd'hui à trouver et à recruter des conducteurs de bus, on peut se dire que c'est une réponse parmi tant d'autres. Mais il faut bien voir ça comme une réponse complémentaire et pas comme un substitut. Un exemple, le métro parisien, toutes les lignes ne sont pas automatiques. Alors que c'est depuis 1983 qu'on fait rouler des métros de manière automatique. Oui, ça permet aussi des amplitudes d'horaires que n'aurait pas un salaire de chauffeur, enfin un chauffeur avec des problématiques d'horaire. Ça permet aussi peut-être de déporter des éléments du trajet. Enfin, il y a quand même des grands avantages à la mobilité autonome qui
qui pourrait être développé un petit peu plus. Et nous, sur la partie rurale, on parle de bus. Nous, on n'a pas de solution autre que celle-ci. Donc, ça a vraiment un avantage d'aller chercher des gens sur des territoires qui sont actuellement pas couverts. Alors vous êtes vraiment parfaits l'un et l'autre parce que je vous ai tendu une très grosse perche que vous avez saisie. Vous avez rebondi pour nous parler de l'utilité justement du digital dans le transport et du transport autonome dans les campagnes où il est vrai que l'équilibre économique de certains systèmes ne se trouve pas et donc au risque de ne pas utiliser le digital, on pourrait ne plus avoir de transport. Donc ça veut dire que pour aller faire ses courses, acheter une baguette, aller à la poste, aller aux impôts, aller faire tout ce qu'on a à faire régulièrement, ça pourrait ne plus se faire. Vous avez pris le contre-pied de ça en vous disant on résiste et on va jouer avec le numérique pour faire en sorte que notre communauté de communes, avec ces 11 communes, elle fonctionne. C'est exactement ça. Les élus de la communauté de communes Cœur de Brenne ont fait le choix dès la création d'utiliser le numérique comme un outil pour permettre à sa population d'avoir des services qui étaient depuis très longtemps partis de leur territoire, voire qui n'ont jamais été. Donc c'est avec la Brainbox pour permettre aux gens d'être accompagnés dans leurs démarches administratives. C'est avec les écoles pour avoir accès à la culture et faire des visites de musées à distance. C'est avec la télémédecine pour permettre à des gens, on est quand même dans une situation de désert médical, nous, sur nos campagnes, et donc d'avoir accès à, sans se déplacer, faire plusieurs dizaines de kilomètres, d'avoir des retours d'experts en dermatologie, en cardiologie. Donc c'est vraiment un choix politique des élus de Cœur de Brenne d'avoir développé le numérique sous toutes ses formes, et la mobilité en fait partie, pour vraiment permettre à sa population de rester dans des conditions, alors pas équivalentes, mais peut-être mieux dans certains cas en termes de bien-être, de vivre, de pollution, d'espace, de maison. Et puis à côté de ça, d'avoir quand même des services pour télétravailler, pour être aidés, etc. Donc c'est vraiment sous cet angle que les élus ont développé le véhicule autonome. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui fait, et puis on en viendra au véhicule autonome en particulier, qu'est-ce qui fait que depuis 20 ans, il y a cette volonté d'investissement? Comment est-ce que vous arrivez à faire ce qu'on n'arrive pas à faire ailleurs finalement? Alors, qu'on n'arrive pas à faire ailleurs, je pense que si, ça se développe. De façon beaucoup plus sporadique, ça se voit moins, c'est moins efficace peut-être. Parce qu'on on a fait partie des premiers, c'est-à-dire que les élus, comme je l'ai dit, dès les années 2000, à la création de la communauté de communes, ont décidé de mettre en place le numérique. Et ça a été, ça a été vraiment une bataille de tous les jours pour avoir la fibre, pour avoir la 4G, pour avoir les réseaux, mais pas que. C'est-à-dire qu'on savait que derrière, ce n'était pas que des réseaux, c'était des services. C'était de la formation parce qu'il faut apprendre aux gens à l'utiliser et pas rester en faire un Fab Lab avec les jeunes sur une école, en mettant des choses dans des imprimantes 3D, de la robotique dans un camion pour aller faire ça un petit peu sur l'ensemble du territoire. Donc ça a été vraiment un cheminement de 20 ans. Et donc pourquoi on parle de nous actuellement? C'est parce que aussi on a commencé très tôt et qu'on a fait évoluer le dispositif tout au long de ces années. Donc maintenant, vous avez l'expérience. En parlant d'expérience, Christophe Sanglier, pourquoi est-ce que Keolis s'est installé? On explique une chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce stand de tir où on met des feux lumineux, etc. Ça fait quand même 80 hectares. Alors, c'est un site de 80 hectares avec une dizaine de kilomètres de route, avec des véhicules, que ce soit le public, que ce soit les gens qui travaillent sur le site, que ce soit les sportifs qui vont se déplacer tout au long de la journée pour aller d'un stand de tir à l'autre. Donc, c'est un site sur lequel il y a une grande mobilité. Et si on a installé des feux rouges, c'est parce que justement, ils commençaient pendant les compétitions comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une compétition, un steward qui est là, qui leur explique comment ça fonctionne, etc. Mais la personne ne fait rien. Mais est-ce que finalement on ne fait pas plus peur aux gens qui montent dans le bus en leur disant « bienvenue dans ce bus où il n'y a pas de chauffeur » que de finalement ne rien dire? Ils voient qu'il n'y a pas de chauffeur, parce qu'en fait c'est un petit véhicule, c'est une petite navette sans volant, sans pédale, sans rien, avec des sièges qui se font face. Donc ils verraient tout de suite qu'il n'y ait pas de conducteur. Et on préfère justement avoir ces véhicules qui vont rouler pas très vite avec des personnes qui sont accompagnées plutôt que tout de suite de les mettre dans un véhicule à 130 km/h sur l'autoroute en leur disant bon courage, mais je vous le dis que ça ne marche. Ouais. Ces véhicules-là, alors maintenant ils sont
quasiment, ils sont opérationnels, même si pour des différentes raisons, ils circulent sur des voies qui sont encore semi-privées, on va dire. Qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse les faire tourner en centre-ville ou sur une autoroute ou une nationale? Alors, c'est différents sujets. Pour une autoroute, quelque chose qui va très vite, ce qui manque, c'est que les capteurs soient plus performants. Un capteur, on considère qu'il est très performant à 40, 50 mètres. Sauf qu'à 130 km/h sur l'autoroute, regardez à 50 mètres. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, c'est dangereux. Donc là, ça c'est pour la vitesse. Pour tout ce qui est centre-ville, pour tout ce qui est compliqué, ce qui manque en fait, ça va être l'intelligence qu'il va y avoir dans le véhicule pour que celui-ci soit capable de gérer des situations qui sont très complexes. Et c'est là où on a besoin du numérique, que ce soit ce qu'il y a dans le véhicule ou ce qu'il y a autour du véhicule, l'infrastructure qui peut donner des informations complémentaires qui doivent se développer tant en tant que briques de technologiques, hardware, mécanique, etc., que l'intelligence qu'il y a derrière. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir régler tout ça. On arrive sur des routes pas trop complexe, assez simple quand même à les faire circuler en plein centre-ville, en mixité avec la circulation. Mais il y a des choses qui sont plus difficiles à faire, comme des tournes à gauche, parce qu'il faut regarder en même temps à droite et à gauche quand on tourne. Ça, c'est plus compliqué que traverser un feu rouge sur lequel il suffit de s'y connecter par une liaison type Wi-Fi. Alors, parlez-nous de ce qui se passe dans la Brenne, justement, où là, et c'est pas de la science-fiction, dans un mois, le 4 juillet. Alors, un petit peu plus, le 11 juillet. Le 11 juillet. Va circuler pour la première fois dans le monde? Alors je ne sais pas parce que je ne connais pas la totalité, mais en tout cas à ma connaissance en France, oui. Un véhicule autonome qui embarque du public sur une route ouverte. Et à 50 km/h. Et à 50 km/h, ce qui est une vitesse assez correcte. En tout cas, c'est ce qui est vraiment problématique en termes de sécurité. L'idée véhicule va relier 4 de nos communes sur un trajet de 36 km aller-retour pour desservir justement ces communes et plutôt que de dupliquer des équipements existants, permettre aux habitants de les relier et permettre à ceux qui n'ont pas de véhicule, les jeunes, les personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer, de pouvoir accéder à ces services plusieurs fois par jour. Alors techniquement parlant, comment ça s'est passé ces derniers mois ou ces dernières années pour faire que les véhicules qui vont circuler aient appris à connaître le chemin et repérer les limites droites, limites gauches, faire en sorte que si une voiture arrive en face, il puisse se tenir suffisamment à l'écart? Comment ça s'est passé? Alors, il y a plusieurs technologies sur le véhicule autonome. Il y a ce que font certains Américains, c'est-à-dire qu'ils embarquent des caméras et ils font réfléchir le véhicule, ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Et on reste assez loin en cause. Et donc, on a des navettes qui, par exemple, ont besoin d'un repère tous les 20 à 30 mètres, tous les 50 mètres, où des véhicules autonomes fonctionnent. On a des priorités quasi à droite tout le temps. Alors, il n'y a pas de feu, donc pas de feu connecté. Il y a quelques ronds-points à passer, mais c'est des choses qu'ils savent très bien faire. Donc, nous, les deux difficultés qu'on a eues, c'est vraiment cette histoire de repères sur la route. C'est vraiment des investissements d'avenir que l'État a mis en place pour favoriser cette mise en place de véhicules autonomes. J'imagine que là, tous les fabricants du monde entier vont avoir les yeux rivés sur vous, sur l'Inde, pour savoir comment ça se passe. Vous n'avez pas le droit, c'est un zéro faute que vous devez faire. Ça doit fonctionner, là. Alors clairement, je pense que c'est le cas de toute expérimentation, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même, et c'est peut-être là où la France a pris du retard technologiquement parlant par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, mais par contre a sanctuarisé la sécurité et a fait de son cheval, enfin la sécurité de son cheval de bataille, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres pays où on a été plus permissif, mais avec des problématiques qui sont apparues. En France, vraiment, c'est ça qui est le plus important, c'est la sécurité, et c'est sûr que c'est quelque chose de très important. Après, on n'empêchera pas des événements aléatoires d'arriver, du gibier, de traverser, des choses comme ça. Il faut savoir qu'un véhicule autonome a une vitesse de réaction
alors tout dépend, comme l'a dit mon collègue, de réaction, de la vitesse à laquelle elle va. Et c'est pour ça que la vitesse est un enjeu. C'est-à-dire plus ça va vite, plus il faut réagir vite, plus il faut calculer. Et donc le véhicule autonome va quand même, en termes de réaction, plus vite qu'un humain. Maintenant, bon, on espère qu'il n'y aura pas d'accident grave. Il n'y a pas de raison. Mais voilà, on le souhaite en tout cas. Christophe Sanglier, pour Keolis, vous travaillez, vous l'avez dit, avec plusieurs fabricants. Vous êtes un exploitant. C'est ça, je cherchais le terme. Vous travaillez avec un certain nombre de fabricants de navettes, de bus, d'autocars. Aujourd'hui, qui répond le mieux à cette capacité de développement du digital, puisque c'est de ça dont on parle, pour équiper les bus? Parce que finalement, un bus est un bus. Ce qui est important, c'est l'intelligence artificielle embarquée. Alors oui, on est transporteur, exploitant, c'est-à-dire que nous, on se doit d'être agnostique du véhicule, mais on doit connaître l'état de l'art pour pouvoir choisir le meilleur matériel par rapport à un besoin. Et il n'y a pas de réponse qui est le mieux, qui est le pire, ça dépend toujours de la situation. Une Twingo, c'est mieux pour traverser Paris, mais c'est pas mieux pour le Paris-Nice. Ouais. Voilà, c'est un peu ce type de situation. Et ce qu'on se rend compte chez les constructeurs, c'est que pendant des années, ils ont chacun développé leur véhicule pour certains, et d'autres ont pris des véhicules existants et les ont plutôt équipés. Donc il y en a qui ont eu d'abord une philosophie, essayer de tout développer pour comprendre quelles étaient les contraintes techniques, même sur des questions bêtes de mécanique, de parallélisme de roues, etc., pour essayer de comprendre toutes les contraintes et qu'est-ce que ça pouvait amener comme problème dans la fonctionnalité de l'autonomie. Un exemple, un pneu dégonflé, c'est un capteur qui ne voit pas droit, donc c'est un capteur qui voit de travers et qui a du mal donc à se diriger. On soit parfaitement autonome partout. Encore plus de capteurs, plus d'intelligence, plus de digital. Alors, tout ça, on l'a compris, mais le delta, c'est quoi? C'est, à votre avis, vous qui êtes dedans tous les jours et vous qui êtes chargé du développement du digital dans votre communauté de communes, c'est une affaire de 6 mois pour boucler quelque chose, ou c'est encore 10 ans pour que véritablement on puisse arriver à ce que les véhicules, on ait dans les véhicules autonomes la même confiance que quand il y a un humain qui conduit? Alors je pense que ça dépend de là où on va aller. Il y a des endroits, il faudra peut-être 10 ans pour en effet faire un Paris-Nice par autoroute en faisant un arrêt par le centre de Lyon. Mais je pense que d'ici quelques années, on pourra par exemple parcourir tout le centre de Châteauroux sans aucun souci, en passant toutes les intersections. Parce que le peu qui manque pour passer certains types d'intersections au niveau des capteurs, ça va être développé. Les capteurs verront plus loin. La brique d'intelligence pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer tout autour de nous permettra de mieux gérer les vélos qui vont zigzaguer autour de nous. Donc ça, c'est plutôt de l'intelligence artificielle. Tout ce qui est communication va nous aider à mieux communiquer avec les infrastructures qui seront vraiment sur des lieux assez critiques et qui permettront aussi de discuter avec les tours de contrôle, parce que derrière le véhicule autonome, il y a souvent une tour de contrôle qui permet de débloquer les situations extrêmement spécifiques, les aléas dont on parlait. Et ça, d'ici quelques années, je pense que ce sera une réalité. Et en France, ce sera possible puisque les autorisations ministérielles seront possibles. On aura un cadre de loi, la loi L'Homme notamment, et la mise à jour de la Convention de Vienne, qui nous permettra à ce qu'un opérateur, un conducteur soit à l'extérieur de plusieurs véhicules pour gérer sa flotte. Alors moi, je rajouterais, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je pense que le véhicule est à partager entre le véhicule qui va servir dans la vie de tous les jours, celui qu'on utilise nous, et qui va, lui, avoir des zones d'autonomie, et on va estampiller, à mon sens, des routes où on pourra le faire et d'autres où on ne pourra pas le faire. Clairement, nous, sur la ruralité, on s'est aperçu que l'emprise de la route est un facteur essentiel. Et la plupart, c'est-à-dire l'emprise de la route? C'est-à-dire la largeur de la route. Ah oui. Et actuellement, nous, on a beaucoup de routes. Une grosse partie de notre réseau routier, c'est une emprise de 3-4 mètres. Et donc, globalement, quand on croise quelqu'un, on met 2 roues sur le fossé pour laisser passer son voisin qui arrive en face. Ça, clairement, je ne sais pas si un jour un véhicule autonome sera capable de le faire, peut-être. Moi, je suis assez pessimiste et je pense que sur ce point-là, il va falloir vraiment réfléchir peut-être les aménagements routiers aussi pour permettre aux véhicules autonomes. Et puis, on a toujours un facteur humain, c'est-à-dire que nous, globalement, le véhicule qu'on utilise, il a un sens, il sait où sont les dangers, mais il n'a pas
pris en compte une personne qui s'est garée sur une zone qui n'a pas le droit de faire. Et donc là, globalement, on a besoin de ce qu'on appelle un superviseur, c'est-à-dire une personne qui serait à l'extérieur, qui pourrait contrôler plusieurs navettes et qui va lui permettre de passer la difficulté. De sécurité, je ne sais pas, mais en tout cas, en termes de... le résultat est là. Une navette autonome, elle est globalement, on lui apprend à faire le code de la route. Mais on sait très bien que l'homme, lui, ne respecte pas toujours et prend des sens interdits, se gare pas où il faut. Et ben ça, faire face à ça, pour l'instant, c'est quand même une grande difficulté en termes d'intelligence artificielle. Alors, oui. Allez. Et puis ça reste quand même le métier de la mobilité et du transport. On aura aussi toujours des clients à gérer. On aura toujours des gens qui appelleront à l'intérieur du véhicule en disant mon sac s'est coincé dans la porte, des gens qui appuieront sur tous les boutons parce que voilà, il y aura ces choses-là. Donc il y aura toujours une grande aventure humaine aussi avec ces superviseurs qui vont accompagner les usagers pour éviter cette fracture électronique, comme on a dit, l'illectronisme. Voilà, pour éviter ça, il faudra accompagner les gens à la montée, à la sortie. Il faudra accepter les utilisateurs de fauteuils roulants, donc il faudra mettre le véhicule en pause, vérifier que la personne s'est bien attachée, être sûr qu'il n'y a pas de souci, etc. Donc voilà, ça reste une aventure humaine et je pense que ça restera aussi, en tout cas nous c'est notre conviction à Keolis, que ça restera un métier où on aura besoin des transporteurs et que les conducteurs, soit ils seront derrière un volant de bus, soit ce seront eux qui seront à la tour de contrôle et ça pourrait être une évolution de leur métier. Parce qu'avant tout, on amène des gens, on amène des monsieur et madame tout le monde d'un point A à un point B et notre but c'est avant tout de les transporter et de les accompagner. C'est pour ça que ça reste l'aventure humaine. Jean-Bernard Constant, en cœur de Brenne, dans les mois et l'année qui vient, qu'est-ce que vous allez observer? Comment ça va se passer le suivi pour valider définitivement ces premiers essais? Alors, la navette est chez nous, est sur le territoire depuis à peu près 2 mois. Il y en a une. Alors, il n'y en a qu'une. En fait, c'est là où ce qu'on disait, c'est-à-dire que sur l'expérimentation, nous, notre groupe utilise un véhicule existant. C'est un Renault Master habituel. Et qui a été équipé. Et on a rajouté de l'intelligence sur la phase véhicule, et donc il est autonome. Mais donc, sur les difficultés, chez nous, c'est l'acceptation. Parce que clairement, une personne âgée, un jeune, comment il accepte de rouler dans un véhicule et de laisser ou d'imaginer que la sécurité était entre les mains d'une machine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise. Donc on a déjà fait des groupes pour valider un certain nombre de choses, de choix, pour essayer de comprendre les attentes de la population et puis de les questionner sur tout ça. Est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans une navette? Sous quelles conditions? Quelle vitesse? Etc. Et on s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose qui est gagné et pas gagné de façon uniforme sur le territoire. Vous croyez qu'il y a des gens qui vont passer leur tour? Ils ne monteront pas? Oui, clairement. Pour l'instant, il y a toujours des réfractaires de la première heure. Et puis parfois, les réfractaires, c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est-à-dire que souvent, on a dit les personnes âgées, elles sont un peu réfractaires, et on s'aperçoit qu'en termes d'acceptabilité, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que les jeunes, eux, voient tout de suite Big Brother, la possibilité de hacker un véhicule, alors qu'une personne âgée, elle a besoin d'un service qui l'emmène sur son marché, elle voir voit son médecin. l'intérêt de ce service qui arrive enfin. Exactement. Ouais. Donc, on a des surprises. On a des surprises liées au territoire, parce que le territoire, jusqu'à là, le véhicule autonome, il est avec aucune concurrence d'un service existant, à part celui de la région, qui est le service Rémi, et qui passe toujours à destination de Châteauroux, mais très peu pour aller relier les villes entre elles et les communes entre elles, les services entre eux. Et donc ça, c'est vraiment comment les gens vont s'approprier ce véhicule. Donc ça fait partie des impacts. Et puis nous, on a le ministère nous a demandé une validation supplémentaire, c'est que vu qu'on est une des rares expérimentations rurales, on valide un certain nombre de choses sur un rural diffus, pour savoir comment on s'est adapté technologiquement, quelles sont des choses qu'on n'a pas sur d'autres expérimentations. On parle de gibier, on parle d'état des routes suite aux moissonneuses-batteuses ou au labour des champs, à des routes qui sont très peu signalisées, il y a très peu de signalétique, avec parfois des peintures qui sont pas visibles parce qu'on a des herbes hautes, etc. Donc c'est tout ça qu'on vient vérifier avec le consortium. Les agriculteurs et les services techniques viennent de prendre cher là. Alors,
Moi, je crois pas. Je crois pas. Je Mais crois pas. aussi- Globalement, je crois pas que ce soit à nous de nous adapter aux véhicules autonomes, mais aux véhicules autonomes vrai. de s'adapter à nos campagnes. Bien sûr. On peut pas s'amuser à passer une faucheuse tout le temps, mais globalement, ils sont là. Et quand ils sont là, bah, c'est un tracteur qui va à 10-15 km/h. Et donc, la navette, comment elle réagit par rapport à ça? Mais c'est à la navette de s'adapter. Donc, non, ils prennent pas cher. Il faut juste qu'ils soient pris en considération Exact. par les ingénieurs qui, jusqu'à là, l'avaient pas vraiment fait. Ouais. Une dernière question, un tout petit peu de prospective. Vous avez parlé de tour de contrôle tout à l'heure. Ça m'amusait parce qu'on n'est pas loin de... On est à Châteauroux-d'Éole, hein, quasiment. Là, il y a quelques avions. Il y a des gros avions qui se déplacent. On parle de véhicules autonomes. On parle aussi de drones qui vont livrer ici et là. C'est presque une réalité. Où est-ce qu'on en est dans cette idée, puisqu'on parle de digitalisation, d'intelligence artificielle pour les transports, bah, il y a le transport aérien aussi. Vous en entendez parler? Vous le suivez un peu, ça? Alors moi je suis pas un spécialiste de la question, mais Non, en ni tout l'un cas, ni l'autre, pardon, je en tout posais cas ça. on a des constructeurs actuellement, Airbus en fait partie, de drones individuels. Et donc quand je dis le véhicule autonome aura du mal à venir sur nos routes parce que la largeur des routes est pas suffisamment importante. Alors, à quelle échéance, je suis incapable de vous répondre, mais ça peut être aussi une solution. C'est pourquoi pas un drone qui va aller chercher la personne dans sa ferme, dans son lieu dit, vraiment au milieu de nulle part, pour l'emmener sur la place de marché. Maintenant, je suis incapable de vous répondre sur le temps, le pourquoi, le comment, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. J'adorerais voir un embouteillage de drones et mamie débarquer au milieu du marché avec son panier. Ce serait fantastique. Ça. Ça arrivera sûrement, parce que ça fait Oui. partie en effet des solutions de mobilité qui sont pensées. Alors c'est vrai que c'est pas non plus dans notre cœur de métier, mais ça amène des aspects réglementaires qui sont vraiment très différents, parce que là on parle de l'espace aérien qui est beaucoup plus contrôlé, savoir où on a le droit de voler, pas le droit de voler, c'est assez différent par rapport aux routes où on sait très rapidement, par le code de la route qui est connu vraiment de tout le monde, si on peut y aller, ne pas y aller. Mais beaucoup de gens y réfléchissent. Est-ce que ce sera une solution d'avenir ou pas? De toute façon, il faut prendre le pari pour regarder le résultat. Notez que à la fin du 19e siècle, 1880, qui aurait imaginé, en voyant les premiers avions en carton-pâte, qu'on serait sur la Lune dans le même siècle finalement. Donc, vu les progrès techniques qui sont en cours, tout est envisageable. La ultime question, l'étape suivante pour l'un, pour l'autre, c'est quoi? Alors, nous, le véhicule est sur place. Il est aujourd'hui même en train Il fait ses on premiers tours on de pose roue. les autocollants dessus pour rien vous cacher. Il est censé rouler dans une semaine. On fait la formation des opérateurs et dans 2 semaines, il roule complètement en marche à blanc. C'est-à-dire vraiment pendant 2 semaines, il fait ses arrêts, il roule normalement, mais on ne prend pas passager pour vérifier que tout va bien. Et après, c'est 6 mois d'expérimentation où là, on transporte des personnes. Alors, c'est très difficile pour nous de se projeter, sachant que c'est un service qui va durer 6 mois pour les gens, d'abandonner leur véhicule ou d'imaginer peut-être un mode de transport différent. Mais en tout cas, c'est voilà, beaucoup de questions autour de ça. Donc des groupes, des personnes qu'on va interroger, des personnes qu'on va solliciter. On travaille avec Destination Brenne pour faire des parcours touristiques, pour aller visiter le château d'Azelferron, le musée de Martizet à base de véhicules autonomes. Donc voilà, c'est toute cette dynamique qu'on va lancer pendant 6 mois, plus toute la communication qui va avec. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour Cœur de Brenne. Et chez Keolis, l'avenir, c'est quoi? Nous, les questions qu'on se pose là à court terme, ça va être vraiment qu'est-ce qui va se passer quand on va enlever l'opérateur de bord et qui va être à l'extérieur. Techniquement, on sait ce qui va se passer. Ça va rouler comme avant, puisqu'aujourd'hui, il n'intervient pas. Mais comment les gens vont le prendre? Est-ce qu'ils vont accepter réellement de monter dedans? Comment ils vont se comporter? Quels vont être nos process opérationnels en tant qu'exploitant? Aujourd'hui, on avait quelqu'un qui pouvait agir vite. Demain, on aura juste une tour de contrôle qui pourra répondre vite, parfois agir vite, et sinon appeler le conducteur volant. Et ça, c'est toutes les questions sur lesquelles on va essayer de répondre. Parce que ça va être ça aussi, une des étapes importantes pour avancer. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Bernard Constant, donc responsable du numérique dans la communauté de communes de Cœur de Brenne, donc à quelques kilomètres d'ici, et puis Christophe Sanglier de Keolis, chef de projet déploiement des véhicules autonomes. On voit Merci à vous. que l'avenir des véhicules autonomes et du digital est beau. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci.